Bonjour à tous, bienvenue à bord du Nauclipus. Le Nauclipus est le nom de ce sous-marin. Je ne suis pas seul, vous entendez à la voix le commandant Brice. Bonsoir le chat. On va à chaque émission creuser une franchise de jeux vidéo. Donc en l'occurrence on va commencer par Final Fantasy. Et plus on va avancer dans l'émission, plus on va plonger profondément et parler de sujets plus sombre, plus méconnu. Donc vous devez connaître le format iceberg, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, même des États-Unis, qu'on a vu repris en France récemment. Nous on a envie de le faire version Twitch, comme ça va être sympa. Et bien on va commencer l'émission avec donc toute la partie à la surface et on va pouvoir accueillir notre tout premier invité. Bonjour Jérémy. Jérémy, est-ce que tu peux te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je suis Jérémy Karmarek, vous me connaissez probablement parce que j'écris pour le site Final Fantasy World depuis plus de 20 ans. Et je suis aussi maintenant auteur pour Third Edition, donc j'ai écrit la légende Final Fantasy 13 et 15. Jérémy, grand spécialiste de Final Fantasy. Et donc ensemble, ce que je te propose, c'est qu'on va lancer le tout premier Final Fantasy. On est en 1987, je vais lancer une petite game. Et pendant ce temps-là, j'aimerais bien que tu déjà nous débunkes une légende très très tenace sur l'origine de la franchise Final Fantasy sur le titre. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler la fausse légende qui circule depuis des années, qui n'arrive pas à sortir des esprits ? C'est l'idée sur laquelle le jeu s'est appelé Final Fantasy parce que ça devait être le tout dernier jeu de Square. Ils jetaient toute leur force dans leur dernier jeu avant de fermer boutique. C'est pas ça qui s'est passé. En fait, c'est parce qu'on a donné une relecture assez symbolique par la suite, mais ce qui s'est passé, c'est que la situation Square était effectivement un peu précaire. C'était pas la faillite, c'était pas facile parce qu'ils n'avaient pas enregistré beaucoup de succès avec leur jeu précédent. Et en fait, c'est plutôt Hironobu Sakaguchi, qui est le créateur de Final Fantasy, qui lui, il voyait le temps compter parce qu'il avait arrêté ses études pour travailler chez Square et au fil des ans, il espérait avoir un gros succès qui allait le lancer dans le jeu vidéo et ça n'est jamais vraiment arrivé. Au moment où il devait vraiment reprendre ses études, sinon c'était plus possible, l'heure était comptée pour lui, quoi. Il fallait absolument qu'il ait un succès, sinon c'était fini. Donc c'est pour ça qu'il a fait ce dernier jeu, mais qu'il n'a pas du tout appelé Final Fantasy parce que c'était l'ultime tentative. En fait, il a appelé ça, le jeu comme ça parce que ça sonnait bien en fait. Le titre était assez classe. Au début, il devait s'appeler Fighting Fantasy, sauf que c'est déjà le titre des livres-jeux qui existent déjà. Donc ils ont dû en changer parce que c'était pas possible légalement. Okay. Ils se sont arrêtés sur Final à la place de Fighting parce qu'ils trouvaient que le nom sonnait bien en fait. Ouais, je crois que d'ailleurs que Final, c'est des mots que connaissaient un peu les Japonais, donc il fallait que ce soit facilement prononçable. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler les origines, la genèse du projet ? Est-ce que Square ça existait déjà depuis un moment avant que ce jeu soit créé ? Square ça existait depuis 1983. Au départ c'était pas vraiment une société de jeux vidéo, c'était une sorte de cybercafé d'une certaine manière dans laquelle des jeunes créateurs venaient développer des jeux sur leur temps libre. La plupart étaient des étudiants d'ailleurs. Et tous ils étaient fans de jeux de rôle américains, les Wizardry, Ultima, c'est des jeux, des RPG sur PC. Et quand ils ont commencé à faire des jeux chez Square, c'était souvent des jeux sur PC comme ça, comme des RPG ou aussi des jeux d'aventure textuels, ce genre de choses. Et quand Square est devenu une société indépendante en 86, ils ont eu un accord avec Nintendo pour faire des jeux sur NES. Ouais. Sauf que eux, ils se sont convaincus que c'était impossible de faire des RPG sur NES parce que la console n'était pas assez puissante. Sauf qu'en 86, il y a aussi la sortie d'un jeu décisif, c'est Dragon Quest, qui leur a montré que c'était possible en fait de faire des RPG sur console. Et là, Sakaguchi, ça lui a mis la puce à l'oreille, il s'est dit, on va faire un RPG nous aussi. Donc il a cherché à convaincre Square de faire un RPG, sauf que le problème, c'est que Sakaguchi avait une réputation assez difficile chez Square, c'est un créateur assez exigeant, donc les gens n'aiment pas beaucoup travailler avec lui. Il a eu beaucoup de mal à recruter des gens pour faire un RPG, il n'y avait que 3 ou 4 personnes qui ont levé la main pour dire moi je veux bien travailler avec toi. Et bien sûr, dans l'équipe, il y avait aussi le compositeur Nobuo Uematsu, je ne peux pas le pas mentionner. Il était présent dès le début. Et est-ce que du coup, ce jeu, quand il est sorti, ça a été succès immédiat ? En fait, le succès a été suffisant pour que ça déclenche la sortie d'une suite. Le succès décisif est venu plus tard, c'est Final Fantasy 3. Justement, on va y venir dans les suites. Je sais pas si vous connaissez le Angry Video Game Nerd. En gros, c'est celui dont s'est inspiré le joueur du grenier pour créer son émission. Et il avait fait une vidéo à l'époque sur justement la confusion qui règne des fois dans les suites, dans les grandes franchises. Et il y en a une énorme dans Final Fantasy. Time of its Japanese release wasn't released in the US, neither was Final Fantasy III. But Final Fantasy IV came out here, and because we didn't have 2 or 3, it wouldn't have made sense to call it 4, so what do? They call it 2. Now, Final Fantasy V wasn't released here either. So, when 6 came out, that became 3. Final Fantasy III also happens to be one of my all-time favorite games on the Super Nintendo. And I remember that after that, Squaresoft started releasing the next Final Fantasy games on PlayStation. Things changed, and now they weren't fucking with the titles anymore. So when Final Fantasy VII came out, they just called it Final Fantasy VII. And that's where the confusion began.
I wondered, what the fuck happened to 4, 5, and 6? But what I really should have been wondering, little did I know, what the fuck happened to 2, 3, and 5? And once I figured that out, I was like, so there were other Final Fantasy games we didn't know about? I was playing 6 all along and not 3? What a bunch of fucking bullfuck. J'ai plusieurs questions en fait à te poser là-dessus, c'est que pourquoi certains épisodes ne sortent pas aux États-Unis, pourquoi aucun épisode n'est sorti en Europe jusqu'au 7, du coup nous on ne connaissait pas du tout jusqu'au 7, donc on est en 97. Voilà, et pourquoi ils se sont dit ok, là c'est le 7ème, cette fois-ci celui-ci on le sort mondialement. Déjà pourquoi certains épisodes ne sont pas sortis aux États-Unis, comme on le voit dans la vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils craignaient que les joueurs américains comprennent mal les combats au tour par tour. Et aussi avec FF2 et 3, ce qui s'est passé, c'est que en fait, le jeu, quand ils ont terminé le développement, ils sont directement passés au développement de l'épisode suivant. Donc en fait, ils n'ont pas eu le temps de développer les versions localisées. Et heureusement, FF7 est venu tout changer. Pour FF7, ils se sont dit dès le départ qu'ils allaient en faire un hit international. C'est aussi Sony qui a poussé pour que le jeu sorte aussi en Europe. Justement, ça y est, on est au Final Fantasy VII. Qu'est-ce qui a changé pour qu'ils se disent on monte en ambition? C'est le tournant de la 3D en fait. Au milieu des années 90, il y a un frémissement dans le domaine des images de synthèse. Il se fait que, notamment Sakaguchi, se prend véritablement d'intérêt pour ce domaine. Ils ont acheté plein de stations de travail Silicon Graphics, qui était la pointe de la technologie à l'époque. On raconte qu'ils en avaient acheté autant que la NASA. Ouais, effectivement, d'un coup, ça a été un bond incroyable. Le budget, je crois, il a été énorme. Ah oui, on est sur des dizaines de millions de dollars pour le jeu, et pareil pour le marketing aussi. Au Japon, ça a été un succès immédiat. Au final, ils en vendront 3 millions en Amérique, et en Europe, ils en vendront 2 millions. Donc clairement, le succès était au rendez-vous. Ils étaient satisfaits de leur aventure. Jamais dans les épisodes suivants, ils n'ont réussi à rétablir cet exploit. Autant de ventes, non. Un jeu comme FF15, par exemple, ils ont réussi à atteindre 10 millions d'exemplaires, mais c'est avec le jeu de base, ses rééditions, l'édition royale, avec l'édition Pocket, avec l'édition PC, le fait qu'il sortait sur PlayStation, sur Xbox, tout ça, ça a fait qu'effectivement c'est plus facile de vendre plein de jeux. Oui. Mais là sur FF7, on parle vraiment uniquement du jeu PlayStation et de ses rééditions fidèles comme celles qu'on voit là. Finalement, une fois que ce Final Fantasy VII est sorti, depuis Square avec cette série, il y avait comme une espèce de pression, j'imagine, pour les prochains épisodes, de toujours faire mieux, de toujours en tout cas être à la pointe de ce qui se fait, parce que c'est ce qu'était Final Fantasy VII, on le voit. Ça, alors les plus jeunes ne se rendent pas forcément compte, mais à l'époque, des graphismes comme ça, des cinématiques incroyables, un jeu si dense, etc. C'était ce qui se faisait de mieux au monde, en tout cas dans son domaine évidemment. Donc est-ce qu'ils avaient cette pression pour les prochains? Clairement, FF7 c'est le tournant dans l'histoire de Square. C'est un jeu qui a un peu établi le standard des RPG de nouvelle génération à l'époque. D'ailleurs, la partie graphique c'est resté la grande priorité du développement des Final Fantasy après le 7. Et ça a pu effectivement être un petit peu délétère, ça a pu être un fardeau pour eux à porter sur les épaules parce que au fur et à mesure de l'évolution des consoles, ils voulaient continuer à faire des graphismes de plus en plus réalistes, sauf qu'ils devaient en même temps essayer de conserver le volume du jeu, parce que c'est des jeux gigantesques avec des dizaines d'heures de gameplay, avec plein d'activités à faire. Et au fur et à mesure, ils avaient continué à garder une méthode de travail assez artisanale, et aussi étonnant que ça le puisse paraître. Et ils ont eu un gros carambolage à l'époque d'FF13 et 14, où ils ont eu beaucoup de difficultés à concilier la qualité des visuels et le volume du jeu. Et je pense que beaucoup de joueurs seront d'accord avec moi, il y avait vraiment eu un problème à ce moment-là FF13 notamment, il a beaucoup été critiqué pour ça, qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire en dehors de la quête principale. C'est parce que, à cause du poids d'FF7, ils ont tellement mis en avant les graphismes qu'ils avaient beaucoup de mal à mettre du volume autour de ce jeu. Et donc c'est quelque chose sur lequel ils ont dû beaucoup travailler par la suite et ils n'en sont pas forcément toujours sortis. Très bien, et bien écoutez, on a posé les bases, on va pouvoir commencer un petit peu à creuser un peu le sujet. Et pour ça, commandant Brice, si tu le veux bien, nous allons plonger. C'est parti. Et nous y voici. Je te propose, Brice, que tu nous lances l'appel avec le lieutenant Bot. Absolument, tout de suite. Est-ce que tu me reçois, lieutenant Bot? Et ce soir, tu vas nous parler de la starification des personnages virtuels, comment on peut les faire devenir des espèces d'égéries pour la publicité, ce genre de choses, à travers le cas Cloud, justement. Alors, Final Fantasy VII, c'est l'un des jeux les plus importants de son développeur Square. C'est le premier Final Fantasy à sortir en Europe, mais c'est surtout le premier de la saga à faire des ventes records, avec 9,7 millions de ventes dans le monde. Final Fantasy et Cloud sont propulsés dans l'imaginaire des fans, mais aussi du grand public. Parce que, même si on ne connaît pas son nom,
On a déjà vu ce personnage blond, armé d'une épée aussi grande que lui. Final Fantasy VII installe Cloud, et dans une moindre mesure, Sephiroth dans le paysage du jeu vidéo de l'époque et de la PlayStation, aux côtés de Crash Bandicoot, Jin Kazama de Tekken 3 ou encore Lara Croft. Si les qualités inhérentes du titre lui ont assuré une bonne réception, c'est la campagne publicitaire colossale de Sony qui va créer la star que va devenir Cloud. Faut dire qu'avec le soutien d'une entreprise internationale comme Sony et son budget de 20 à 30 millions de dollars alloués à la communication, c'est tout de suite plus simple de créer un hit. Par comparaison, Final Fantasy VII a coûté 45 millions de dollars. Sony confie le jeu à la très réputée agence de communication TBWA Chiat Day pour le marché américain. Mais les publicités japonaises et européennes vont très vite s'aligner dessus. L'agence est connue entre autres choses pour être à l'origine du slogan de Apple, Think Different, et de cette publicité si connue où Crash Bandicoot hurle sur le quartier général de Nintendo. L'agence va aller à revers des publicités habituelles pour les jeux vidéo et s'attelle à promouvoir Final Fantasy VII non pas comme un jeu pour son gameplay, mais comme un film pour ses cinématiques. Et il n'hésite pas à reprendre et à détourner les codes des trailers du cinéma jusqu'à engager Don Lafontaine, la voix de tous les trailers de films américains. Et la localisation française n'est pas en reste, puisque la voix off est assurée par Richard Darbois, qu'on retrouve au doublage de Buzz l'éclair et de Harrison Ford entre autres rôles. Et pour assurer de la visibilité à sa communication, l'agence fait diffuser sa publicité en prime time et l'imprime dans les plus gros magazines. Elle scelle en plus des partenariats avec les marques les plus populaires comme Toys R Us et Pepsi, dont les packaging affichent Cloud sur sa moto, et même une publicité télévisée qui met en avant Final Fantasy VII entre autres jeux à gagner. Bref, tout est fait pour assurer à Final Fantasy VII et à Cloud une place toute particulière dans l'industrie et à minima assurer les ventes. Grâce à sa popularité nouvellement acquise, Cloud devient la figure de proue de Square. Il est intégré comme personnage jouable dans le jeu de combat Ehrgeiz, accompagné d'autres personnages de Final Fantasy VII. On le retrouve également en personnage caché de Final Fantasy Tactics dès 1997, puis en 99 en personnage bonus de Chocobo Racing. En 2005, il devient star de son propre jeu mobile, Final Fantasy VII Snowboarding, et en 2014 de G-Bike. Bien entendu, on retrouve son costume, son épée ou sa coupe de cheveux dans divers jeux, comme en bonus de précommande de Final Fantasy XIII Lightning Returns, en cadeau d'abonnement pour FF14, ou encore Mobius Final Fantasy. Et de la même façon, il sera invariablement présent dans ce que moi j'appelle les Final Fantasy All-Stars, qui vont exploser dans les années 2010. Dissidia, Theatrhythm, Airborne Brigade, Explorer, Brave Exvius ou encore World of Final Fantasy, pour ne citer que cela. Mais c'est avec la création du film Advent Children que Cloud prend, selon moi, une toute autre ampleur. Ce long métrage est imaginé comme une suite à FF7, qui va se construire au fur et à mesure de ses trailers, jusqu'au 72e Festival du film de Venise, où il est projeté en avant-première. Mais ce qui m'intéresse, c'est la toute première scène où Cloud apparaît. Il décroche son téléphone. Si cette séquence semble un peu anodine, ce téléphone est en fait très important. Déjà dans le scénario, puisqu'il symbolise l'état d'esprit du personnage, mais surtout parce qu'il est le fruit de la collaboration entre Square Enix et Panasonic. Et oui, lors de la sortie du film, en 2005, on pouvait acheter ce téléphone, vendu avec des avatars exclusifs, des sonneries qui reprennent les mélodies de Advent Children, des fonds d'écran thématiques et une courte vidéo de trailer. Et bien évidemment, Cloud continue son évolution, sa starification. Ce Cloud hyper réaliste, créé à la base pour le film, sort alors complètement de l'univers des jeux vidéo et de son rôle de héros/leader pour embrasser le rôle d'ambassadeur de la marque. Il tient le téléphone à la main, un téléphone qu'il utilise en position caméra, et la publicité télévisée établit très clairement que Cloud utilise ce téléphone dans Advent Children. Comme pour dire, regardez, ce n'est pas seulement pour la publicité, ce n'est pas un simple accessoire de mode. Notre téléphone fait partie de l'attirail du héros. De plus, et c'est une première pour les stars de Square Enix, l'image, le rendu 3D qui est utilisé est produit spécialement pour la publicité. On ne retrouve cette pose, le bras replié et le regard quasi complice à la caméra, nulle part ailleurs dans le film. Cette image est importante parce que aucun autre personnage de la licence n'a eu ce traitement avant lui. Ni Jidan pour cette pub Coca-Cola, qui, bien que l'animation soit réalisée pour l'occasion, ne sort pas vraiment les personnages de leur rôle, et ne met pas en lumière un ambassadeur en particulier. Ni Squall, qui, bien qu'il soit mis en avant, c'est d'abord la voiture qui sert de ressort marketing aux précommandes de Final Fantasy VIII. De la même façon, c'est avant tout le remaster de FF10 et 10-2 qui sert de levier pour cette pub, et pas vraiment les personnages en eux-mêmes. Mais si c'est Cloud qui lance le mouvement, en devenant l'une des premières stars de publicité de Square, il va très vite se retrouver assez limité. De par son ancienneté, puisqu'il sert déjà de tête d'affiche pour Ehrgeiz dès 1998, en volant la vedette aux personnages originaux, mais aussi de par son statut d'icône. Il s'agirait de pas faire n'importe quoi avec un personnage aussi connu, et de ne surtout pas perdre la confiance des joueurs et joueuses pour ce héros de leur enfance.
Parce que même si c'est une figurine de Cloud qui est utilisée pour vendre des NFT, ce n'est pas le héros lui-même qui nous les vend dans une pub. De la même façon, si le partenariat avec la marque de barres chocolatées Butterfinger utilise l'image de Cloud, ce sont des images promotionnelles de Final Fantasy VII Remake qui sont utilisées. Cloud ne croque pas dans une barre de crunch. Et l'accent est surtout mis sur le fait qu'acheter ces confiseries permet de débloquer des DLC, le véritable levier de la pub. Alors, pour préserver cette image auprès du public, Cloud, ou plutôt Square, va passer le relais à la nouvelle génération. Noctis et Lightning. Si Final Fantasy XV fait corps avec la publicité et les placements produits de par son développement tumultueux et excessivement long, bah oui, il faut bien rentabiliser un moment, jamais un Final Fantasy n'aura intégré autant de marques dans son univers, transformant parfois le pauvre Noctis en véritable homme sandwich, comme pour Cup Noodles, ou en utilisant le jeu pour vendre des cartes American Express, ou encore pour Audi dans le film Kingsglaive. Mais ce qui m'intéresse débute bien avant que Final Fantasy XV soit en développement, lorsque celui-ci s'appelait encore Final Fantasy Versus 13. À ce moment-là, Tetsuya Nomura est le réalisateur. C'est aussi le lead character designer depuis Final Fantasy VII sur de nombreux jeux, et c'est le réalisateur, entre autres, de Kingdom Hearts et Advent Children. Bref, pour Versus 13, Nomura confie pour la première fois la création des vêtements à des fashion designers. La robe de Luna Freya est designée par la très renommée Vivienne Westwood, dont la devanture apparaît même en jeu. Quant à l'attirail de Noctis et de ses compagnons, ils sont confiés au designer japonais Hiromu Takahara, dont l'une des marques, Roen, créée en 2017, les repliques exactes de ses vêtements. Non pas dans un but de cosplay, mais bel et bien dans une démarche de designer produit. Noctis, Prompto, Gladio et Ignis faisant alors de figures de mannequins dans leur propre jeu, sur lesquels contempler ses créations. Mais la même année, une dernière étape dans la starification des personnages de Final Fantasy est atteinte avec Lightning. Louis Vuitton et le styliste Nicolas Guéquier signent Lightning en 2016 pour faire la promotion de l'une de leurs collections. En devenant égérie pour Vuitton, elle emprunte à Cloud l'ambition d'acteur virtuel capable de sortir, d'être extrait de son jeu, et à Noctis son statut de mannequin et ambassadeur de mode, déjà anticipé dès 2012 avec Prada, aux côtés de ses compagnons masculins, Snow, Staz et Hop. Avec Vuitton, elle devient une sorte d'aboutissement de cette démarche. Ses poses sont placardées partout en devanture, des magasins, sur les vitrines, elle s'affiche dans Vogue et répond même à une interview du Télégraphe. Elle ouvre d'ailleurs la voie puisque l'année suivante, en 2017, la marque J-Gel utilise Guile de Street Fighter comme ambassadeur avec interview, et Coca-Cola s'associe à FIFA et son footballeur fictif Alex Hunter. Lightning est un aboutissement. C'est l'aboutissement de cette volonté très progressive de transformer les héros et héroïnes de Final Fantasy en véritables icônes de la pop culture, en véritables icônes de la mode. Mais tout ça n'a pas commencé par Noctis, ni même par Cloud, mais avec un autre personnage de la licence. Alors, si Lightning est un aboutissement, c'est l'aboutissement des ambitions d'un personnage aujourd'hui quasi oublié, Aki Ross. Alors peut-être que certaines savent de quoi je parle, les plus vieux. Mais pour les autres, il va falloir faire un petit voyage dans le temps et rembobiner tout ça. Nous sommes en 97. Final Fantasy VII vient de sortir et Cloud entame sa rapide ascension au titre de superstar. Le 8e opus est en plein développement et Square ne s'est jamais aussi bien porté grâce à la manne financière ouverte par son récent succès et son expansion sur les marchés américains et européens. Final Fantasy VII, c'est le premier Final Fantasy en 3D et par extension, le premier FF à proposer de véritables séquences cinématiques en images de synthèse. Si Square avait à l'époque une très grande connaissance du pixel art, pour la 3D, il manquait forcément d'expertise, comme toute l'industrie du jeu vidéo. Ils sont donc naturellement tournés vers les professionnels des effets spéciaux d'Hollywood et ils ont recruté des artistes de Digital Domain qui a réalisé les effets spéciaux de Apollo 13, Le 5e élément et Titanic, et Paul Ashdown qui avait travaillé sur Jurassic Park, Terminator 2 et SOS Phantom. Et c'est cette promiscuité avec le monde du cinéma qui donne une idée à Hironobu Sakaguchi, le fondateur de la série. Et si on faisait un véritable film Final Fantasy pour le cinéma? C'est en 97, soit 8 ans avant la sortie de Advent Children, 5 ans avant même que l'idée de Advent Children n'existe. Square décide de faire les choses en grand pour ce qui deviendra Final Fantasy les créatures de l'esprit. Ils louent des studios à Hawaï, achètent des ordinateurs dernier cri et des logiciels à la pointe de la technologie. Leur ambition est colossale. Le premier film sera au-delà de ce qui a été fait, digne d'un film hollywoodien, avec des acteurs tout en images de synthèse et plus vrai que nature. Si Square a de grandes ambitions pour son film, il en a aussi pour le futur. L'entreprise veut devenir le Pixar japonais, et pour atteindre son but, 3 films sont signés avec Columbia, qui coproduit le premier. En plus du film de science-fiction qui est Les créatures de l'esprit, Sakaguchi envisage un film de détective, ainsi qu'un film pour toute la famille, diamétralement opposé à l'ambiance du premier, mais qui aurait eu l'originalité de partager le même personnage, la même star virtuelle, Aki Ross. Parce que oui, l'autre ambition novatrice de Square Pictures, c'est de créer une actrice virtuelle, capable de faire plusieurs films, de prendre différents rôles, mais aussi de sortir des films pour s'illustrer dans des magazines, dans des publicités, et pourquoi pas, partager d'autres univers déjà connus,
Bref, un véritable avatar numérique au sens premier du terme. Malheureusement, avec l'échec retentissant du film au box-office japonais et américain, toutes ces belles ambitions restent lettres mortes. De cette première actrice virtuelle, il en reste quand même quelques traces, des morceaux de ce qui aurait pu être. En premier, dans le making-of du film, où dès les premières secondes, elle sort littéralement de son rôle entre deux prises, comme une actrice l'aurait fait. Puis l'année de sortie du film, elle pose en maillot de bain pour le magazine masculin Maxim, où elle est classée dans le top 100 des femmes les plus sexy. Les smileys sont bien évidemment rajoutés pour éviter le ban de la chaîne de Paul. Et enfin, elle apparaît avec une nouvelle coupe de cheveux dans l'univers de Matrix, dans cette démo réalisée par Square pour Animatrix, pour lequel ils réaliseront le court-métrage Le Dernier Vol de l'Osiris, mais sans leur actrice virtuelle. Si aujourd'hui la technique peut faire sourire, puisque maintenant on peut faire bien plus réaliste et en temps réel, en 2001, l'annonce du film fait l'effet d'une petite bombe dans le milieu du cinéma. Cette question des acteurs virtuels qui accompagnent la montée en réalisme de l'imagerie 3D plane déjà depuis quelques années avec l'arrivée de la première mannequin virtuelle, Wibituki, en 1999. Pour donner une échelle, Hatsune Miku est créé en 2007. Même s'il y a encore de la marge dans la perception d'images virtuelles comme objets réels, Final Fantasy, les créatures de l'esprit, fait un immense pas en avant dans cette recherche de nouvelles icônes virtuelles. Par son hyper-réalisme, Akeros interpelle et questionne. Ces stars virtuelles comme Wibituki, les présentatrices Anna Nova, Sita, Lily, la chanteuse Kyoko Date, ou plus proche de nous, les supermodèles Nunuri, Shuru et la vétubeuse Picora sont toujours jeunes, toujours souriantes, toujours le fantasme de leur créateur, très souvent masculin. D'ailleurs, l'argument du créateur de Wibituki, c'est qu'elle ne prend pas de poids, qu'elle peut être à 2 endroits à la fois et qu'elle ne se plaint pas, contrairement à un véritable mannequin. C'est également l'un des arguments de Sakaguchi lorsqu'il dit, en plaisantant à moitié, que les acteurs virtuels sont dociles et qu'ils ne se plaignent pas de changement de script. Et surtout, on peut leur faire dire et faire ce qu'on veut. Lightning sera toujours incroyablement heureuse d'être égérie de Louis Vuitton, quand Akeros enlèvera sa combinaison pour Maxime sans aucun débat. Un rôle pourtant à l'opposé du personnage. Et dans une moindre mesure, Cloud fera sans sourciller la promotion de n'importe quelle marque de téléphone ou de barre chocolatée. Cet argument de la docilité effraie alors en 2001 les acteurs comme Tom Hanks qui se déclarent inquiets mais pensent que tout cela finira par arriver et que c'est inévitable. Craignant également que l'image des acteurs ne soit utilisée sur des nouveaux avatars virtuels. Steven Spielberg et George Lucas, quant à eux, voient cela comme un non-sujet. George Lucas déclare même qu'il n'utiliserait jamais un ordinateur pour créer un personnage humain. Jamais un ordinateur pour créer un personnage humain. Force est de constater que 20 ans plus tard, l'imagerie et les doublures numériques sont utilisées plus que de raison dans l'industrie du cinéma. On se souvient de Carrie Fisher et Peter Cushing qui avaient été temporairement ressuscités en 3D pour Star Wars, ce qui avait à l'époque alimenté de nouveaux débats quant à l'éthique d'une telle démarche. Quant à Akeros, si le personnage a sombré dans l'oubli et que Sakaguchi a quitté l'entreprise, force est de constater que l'ambition d'acteur virtuel made in Square Enix continue de vivre et d'être expérimentée. Noctis, héros de la mode, Lightning, égérie mannequin, et Cloud, la superstar. Et voilà, capitaine. Merci beaucoup, bravo. Je pense que tout le monde Bravo, peut l'applaudir dans le chat. Merci. Du coup, maintenant, Merci. écoute, si tu veux bien, Bot, tu vas rester avec nous parce que j'ai un petit quiz. Les cinématiques dans les jeux vidéo, donc, je vais lancer une cinématique et après 30 secondes, pardon, je vais vous poser une petite question. C'est parti. Et ça pose la première question: de quel Final Fantasy est issue cette cinématique? Final Fantasy 8, Final Fantasy 12, Final Fantasy 10 ou Final Fantasy 9? Sachant que plus vous répondez rapidement, plus vous gagnez de points. Tout à En fait. plus, c'est facile. Ça commence facile en effet. Pour ceux chez qui ça fonctionne pas, je sais pas, essayer de F5 sur le chat. La réponse était bien sûr Final Fantasy 10. Allez, je lance une prochaine cinématique et la question viendra après. Oh lord. Que se passe-t-il dans le plan manquant de cette cinématique censurée de Resident Evil? Est-ce que on voit le corps de la victime au sol éventré? Est-ce qu'on voit la tête décapitée de la victime tomber au sol? Est-ce que le zombie fait la danse de Thriller? Ou est-ce que le zombie crache un œil de sa victime? Elle est dure, là, cette question. Ça passe directement très très haut. J'avoue, je vais faire des progrès sans doute en termes d'équilibrage. Alors avant que je révèle la réponse, je vais montrer justement la cinématique non censurée. Oula, ça freeze. C'est bon.
Et donc c'était effectivement la tête décapitée de la victime tombe au sol. Et bien, prochaine cinématique, et ensuite je vous pose la question. C'est parti. Vous avez peut-être reconnu, c'est la cinématique, une cinématique issue de Metal Gear Solid, mais le remake sur GameCube, qui a été connu, pour ses cinématiques what the fuck. C'est-à-dire qu'autant Metal Gear Solid c'était quand même par limite technique aussi, plutôt mesuré dans les effets, mais alors là sur ce remake GameCube, ils ont fait tout l'inverse de faire des cinématiques, en toute sobriété. Vous savez, il y avait Matrix à l'époque avec des ralentis, des machins, c'était vraiment too much. Et du coup, ma question est simple, vous venez de voir cette cinématique, vous avez vu que le ninja a sauté en l'air et s'apprête à attaquer Snake. La question est, dans cette cinématique de Metal Gear Solid sur GameCube, que s'apprête à faire le ninja pour attaquer Snake? Entrer dans un conduit d'aération et sortir en tourbillon, faire l'hélicoptère avec son sabre pour voler, effectuer un coup de pied retourné sur un bout de plafond ou se briser la nuque contre le plafond en agitant son sabre. La réponse en vidéo. Désolé pour ça. La bonne réponse, c'était effectuer un coup de pied retourné sur un bout de plafond. Ah, on a la majorité des gens qui ont trouvé. Moi, ça m'avait vraiment marqué cette cinématique parce que vraiment, on s'est dit, ça va être plus beau, plus de mise en scène, ils ont plus de moyens. Et pourtant, j'ai moins aimé parce que c'est trop quoi. Prochaine question, de quel jeu est issue la cinématique sans interruption la plus longue jamais créée? Est-ce qu'elle est issue de Death Stranding, de Xenoblade, Metal Gear Solid 4 ou Ocean Stars The Last Hope? Pas évident. La cinématique la plus longue jamais créée sans interruption. Important. Moi, j'en ai aucune idée. Aïe aïe aïe. La réponse était Ocean Stars The Last Hope. Vous vous êtes fait piéger, je suis désolé. Aïe aïe aïe. J'ai toutefois prévu un petit article d'explication parce que j'avais prévu que ça allait débattre en mode quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, sachez que Metal Gear Solid 4 a été même le seul jeu dans le Guinness des records à avoir été reconnu comme avoir la plus longue cutscene de fin, effectivement. Mais ensuite est sorti un petit peu plus tard Ocean Star, qui n'a jamais été dans le Guinness des records à la place de Metal Gear Solid 4, tout simplement parce qu'en fait, il faut faire la démarche pour entrer dans le Guinness des records, et c'est simplement un truc qu'ils n'ont jamais pensé à faire. On peut penser que la fin de Metal Gear Solid 4, ça dure 72 minutes, mais en fait, il y a des interruptions. Donc ils ne l'ont pas compté comme ça, en vérité on parle de quelque chose comme 25 à 30 minutes sans interruption, tandis que Ocean Star c'est plus de 40 minutes sans interruption. Alors là, il va s'agir d'une question d'observation. Je vais lancer une cinématique d'Oddworld l'Odyssée d'Abe. Il faut que vous observiez tout, que vous écoutiez tout aussi, très important, et ensuite je vous poserai la question pour voir si vous avez bien écouté et bien regardé. C'est parti. Ma vie entière a basculé en un seul jour. Une nuit, je travaillais tard à Rupture Farm. Nous faisions des sandwichs au meat cheese. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de meat cheese. Nous faisions encore des tartes aux paramites. Et aussi de délicieux gâteaux au scrab. J'étais content de mon travail, jusqu'à ce que je découvre la composition des New and Tasty, qui m'intriguait depuis longtemps. Quels sont les produits cités dans cette cinématique de l'Odyssée d'Abe?
kebab paramite, tacos, munchies, pita scrabs, tarte paramite, sandwich munchies, gâteau scrab, gâteau paramite, gâteau munchies, tarte paramite, ou sandwich paramite, tarte munchies ou gâteau scrab, dites-moi. Camoulox. Oh la difficulté. J'ai abusé, je suis désolé. Je vais progresser, ok, je vais être plus sympa pour la suite. Eh, pas mal les gars. Question suivante. C'est parti. De quel jeu est issue cette cinématique? Bloodborne, Demon's Souls, Dark Souls ou Devil May Cry? C'est FF7 toi. Et la bonne réponse était Demon's Souls. Prochaine question, il va y avoir une cinématique, enfin une vidéo, qui va mélanger des cinématiques de 3 jeux. Ça va être, une fois fini, de les identifier. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts à me dire les 3 jeux qui ont été mélangés dans ces extraits? Quels sont-ils? The Witcher 3, World of Warcraft ou God of War Ragnarok, Assassin's Creed, God of War Ragnarok ou Elden Ring, L'ombre du Mordor, Elden Ring, The Witcher 3, ou World of Warcraft, Heavenly Sword et L'ombre du Mordor? Dites-moi tout. Déjà, moi, je suis pas bien parce que j'en ai déjà compté 4 jeux. Ah C'est pas ça. non, promis, il y a bien 3 jeux, il n'y a pas de piège. La plupart des gens l'ont. Là, on est sur un beau score. Bravo à tous. On va enchaîner. Je vous lance une cinématique et après, je vous pose la question. Alors, c'est une vidéo sur une cinématique. Donc, cette scène a été filmée pour être reproduite image par image dans Prince of Persia, jeu datant de 1989. Comment se nomme cette technique d'animation? La coloscopie, la rotoscopie, la calinotopie ou la photocopie? Là, moi, j'ai cliqué instant. Celle-là, je la connais. Ah, bon score là-dessus, bot? Je pense que j'aurai enfin des points. C'était bien la coloscopie. C'était bien la rotoscopie, bravo. Il y en a un qui met la coloscopie, donc on a clairement quelqu'un qui n'est pas intéressé par la win, mais par le LOL. Donc chacun, c'est un choix de vie. Prochaine question. Je vous lance une cinématique et après je vous pose la question. C'est parti. Et si on faisait une partie? Tu veux jouer contre moi? Ouais, ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je parie que je peux battre ton record. Tu crois que tu peux me battre à ce petit jeu sur la télé? Non mais t'es malade. Ouais, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça s'appelle. Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle, je t'ai déjà vu jouer, il faut C'est ça. sauter, courir, et t'avoueras que j'ai un talent inné pour ce genre de choses. Tu crois ça? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée? À quel jeu de Naughty Dog Nathan Drake s'apprête à jouer après cette cinématique d'Uncharted 4? Il va allumer la PlayStation, il va lancer un jeu de Naughty Dog. Est-ce que c'est Uncharted, Drake's Fortune, Crash Bandicoot, Jack and Dexter ou Crash Team Racing? Je crois qu'il lance le jeu Uncharted 4. Pardon? Il lance le jeu Uncharted 4 et en fait tu dois rejouer pour arriver à cette scène La boucle. dans laquelle il va relancer le jeu. Ça serait Il me énorme. semble, hein. Je vais vous révéler la réponse en vidéo, voilà, c'est toujours plus sympa. C'est parti. Ah ok d'accord, je vois le genre. Ok, regarde et prends-en de la graine. J'en prends de la graine. Ça y est? Non, ça charge là. Ça charge? Oui. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café. Qu'est-ce que t'es impatient? Je sais pas, mais quand j'allume un truc, j'aime bien que... Ok, c'est parti. Et oui, c'était... Crash. Là, je vais lancer une petite compilation des proto-cinématiques, on va dire, c'est-à-dire les premières fois où dans les jeux, il y avait des petites scénettes hors gameplay, donc vraiment dans les premiers jeux, pour un petit peu illustrer une sorte de scénario, si je puis dire. Et ensuite, je vous lancerai la question.
Ces jeux sont les premiers de l'histoire à contenir des petites cinématiques, comme je vous l'ai dit. Lequel de ces jeux est le plus ancien? Pac-Man, Donkey Kong, Super Mario Bros. Ou Space Invaders Part 2? Pac-Man, Donkey Kong, Super Mario Bros. Ou Space Invaders Part 2? Lequel de ces jeux est le plus ancien contenant ces petites scénettes? J'étais sûr de ma réponse et t'as réussi à mettre le doute. Ah, petit doute, c'était Space Invaders Part 2. Je poursuis. Je vais vous montrer une cinématique de Tekken Tag numéro 1 dans lequel on va voir des Mokujin. Mokujin, c'est des personnages en bois dans le jeu qui sont en train de faire une petite démonstration d'arts martiaux. Le but, ça va être de compter combien ils sont. Combien y a-t-il de Mokujin dans cette cinématique de Tekken Tag 1? Est-ce qu'ils sont 24, 25, 26 ou 23? Moi j'ai écouté 112. 112. Ah, apparemment, il y en a qui ont le bon œil, qui ont l'air sûrs d'eux. J'ai oublié le verre. J'en avais 37. 26, et oui, c'était un carré de 5 avec juste le leader en plus. Allez, on passe à la prochaine cinématique. Quel jeu Zelda s'est détourné de la direction artistique de cette démo technique? The Legend of Zelda Majora's Mask, The Legend of Zelda Oracle of Season, The Legend of Zelda Minish Cap ou The Legend of Zelda Wind Waker. Voilà, donc il y a eu un jeu qui est sorti suite à cette démo technique qui a totalement laissé de côté cette façon de faire des graphismes, enfin de cette direction artistique. Lequel est-il? Indice, ça commence par The Legend of Zelda. La bonne réponse c'était Wind Waker, tout à fait. Voilà, donc d'un coup, ils se sont dit non, on laisse de côté la vision cinématographique, réaliste de Zelda, et on part sur un truc cartoon. Donc au début, moi j'étais ado à ce moment-là, je me suis dit quoi? Après Ocarina of Time, on avait envie de plus réaliste, et à la place, ils sont partis sur un truc cartoonesque, qui était en fait incroyable, mais c'était le temps de digérer, voilà, en termes d'attente, le truc. Ce qui est trop cool, c'est que c'est intemporel du coup. Ouais, grave, complètement. C'est vrai que ça vieillit bien mieux que des jeux qui se disent réalistes de l'époque. On va passer à la prochaine question. Je vous montre une petite cinématique d'une autre qualité. Où est-elle allée? Eh ben, on n'y voit rien là-dedans. T'as apporté une lampe? Que va répondre Mario à Luigi dans cette cinématique d'Hôtel Mario? It's me, Mario! Non. Oui. Une lampe torche? Vous avez le choix entre ces 4 réponses. This man is mine, effectivement. Bonne vanne dans le jeu. Il était très sur les jeux de mots. J'ai failli spoiler. Trop naturellement. Ah oui. Eh bien écoutez, on vérifie en image. T'as apporté une lampe? Non. Eh oui, Non. la fameuse réponse, c'était le fameux non. Question numéro 14. Je lance une petite cinématique. C'est parti. Da, président Romanov. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Alex? Hein, monsieur le président? Mais de quoi parlez-vous? Alex, en fait, vous envoyez toutes vos troupes sur nous, Alex. Nous sommes censés être alliés, sales maniaques. C'est moi qui vous ai fait avoir votre place. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas votre chien, monsieur le président. De quel jeu est issue
cette cinématique, Age of Empires 2, Company of Heroes 2, StarCraft 2 ou Command & Conquer, Alerte Rouge 2. Voilà, pareil, un truc connu à l'époque pour se dire mais c'est trop bien, ils ont filmé des vrais trucs, même si c'était hyper cheapos, ça faisait son petit effet. Ouais, la mode des FMV, c'était quand même quelque chose. Hein. Ouais, c'était effectivement toute une époque, on pensait que ça allait être l'avenir, mais pas du tout. C'était Command & Conquer Alerte Rouge, bravo, tout le monde l'avait, on est que entre vieux ici ou Alors, qu'est-ce que j'ai pris pour cette dernière question ? Eh bien, on va repartir dans un truc qu'on a déjà fait précédemment dans le quiz, c'est-à-dire que j'ai mélangé des cinématiques de 3 jeux au sein d'une même vidéo, et il va falloir les identifier. Trois cinématiques de jeu ont été mélangées dans ces extraits. Lesquels sont-ils ? No Man's Skies pré-Pikmin, Halo 2, Gears of War 4, StarCraft 2, StarCraft 2, Alien Isolation, Mass Effect 3, ou Gears of War 4, Doom Eternal et Dead Space 2. Allez, soyez chauds, soyez vifs. C'était la réponse Halo 2, Gears of War 4, StarCraft 2, la plupart des gens l'avaient, bravo. Félicitations et bravo à tous. On va passer à l'étape supérieure, on va plonger un petit peu plus profond. Est-ce que tu peux nous lancer Brice s'il te plaît, c'est parti. C'est parti, amiral. Et nous voilà dans les profondeurs, il fait de plus en plus sombre et ça tombe bien parce que au programme de cette étape, on va avoir Conquerax dans un instant qui va nous parler de la Final Fantasy House. Salut. Et salut Conquerax, tu vas nous parler de la Final Fantasy House. Par où commencer, je ne sais pas, je te laisse la parole. Donc en gros, bon, à la base évidemment de cette maison vous allez voir qu'elle est en fait une secte. Hein. Au centre de cette histoire, en fait, il y a une personne qui s'appelle Zach, enfin on va l'appeler en tout cas comme ça, parce qu'il avait consacré un site internet qu'il avait créé à l'époque à ce personnage, qui est un personnage de FF7. Et en fait, cette histoire, il a raconté au travers d'un espèce de journal de bord, qui aujourd'hui est un site qui s'appelle Demon Sushi, sur lequel on peut aller, et il raconte tout ce qui lui est arrivé. Donc en fait, à la base, Zach, c'est qui ? Bah, c'est un jeune étudiant de l'Alfred University. Le truc, c'est qu'il était sensible, même faible, mal dans sa peau, avait des problèmes relationnels avec ses parents. Et pour aller mieux, qu'est-ce qu'il faisait ? Bah, il buvait beaucoup. Notamment durant sa première année, Final Fantasy VII et le personnage de Zach, le site internet qu'il avait, c'était un peu son seul refuge. Et donc très vite, il va prendre part à la communauté du jeu, qui est grandissante, et se lance dans un hôtel numérique qui est consacré vraiment à Zach. Et il va recevoir à un moment donné un mail d'une certaine Renée, baptisée Ojo. Ojo, c'est un autre personnage du jeu. Et cette Ojo, cette Renée, cette personne, avait également un site internet qu'elle avait créé pour son personnage, qu'elle apprécie tant, Ojo. Donc il s'appelait ojo.org. On est en 2002. Ouais. Ils vont commencer à discuter. Elle va lui dire, voilà, moi ça me plaît ton travail. Et très vite, elle va le rediriger vers ce qu'on apprendra que c'est sa petite amie de l'époque, Genova, alias Jennifer Cornet, qui soi-disant rêvait de discuter avec lui. On sent que petit à petit, Jen et Zach, ils vont commencer à discuter. On sent que cette Jen, elle commence à avoir une emprise psychologique, ou du moins, il y a quelque chose, il y a une aura un peu importante, tu vois, autour d'elle. Il y a un truc qui se passe, une sorte de culte de la personnalité. Ouais. Renée, c'était la personne qui était super douée pour attirer les gens, aller les contacter en premier et les attirer vers Jen. Le problème, c'est que cette Jen, au bout d'un moment, on commence à constater qu'elle a des délires assez particuliers et elle se fait appeler Genova. Le personnage, l'antagoniste principal de FF7 évidemment, c'est une forme de vie extraterrestre qui s'est écrasée sur la planète 2000 ans avant. Et c'est Sephiroth d'ailleurs dans le jeu considère Sephiroth, qui est l'ennemi, évidemment un des ennemis principaux aussi, considère que c'est sa mère. Hein. C'est dire à quel point elle est importante dans FF7 quoi. Et le truc, c'est que cette Jen, elle se compare tout le temps à elle. Elle pense être, en fait, elle est ce qu'on appelle une Otherkin. Une Otherkin, c'est une personne qui ne se prétend pas humaine, qui pense qu'elle est soit animale, soit magique, et donc vraiment, elle est persuadée d'être Genova. Et donc, Zach, évidemment, il a des troubles un peu, il est pas très bien dans sa peau, il va se sentir flatté par tout ça. Quelqu'un lui dit c'est bien ton travail, enfin quelqu'un l'accepte à sa juste valeur. Et le problème, c'est que Genova,
alias Jennifer Cornett, donc la gourou de cette secte, c'est une personnalité dérangée, complexe, elle souffre de divers troubles, elle a d'ailleurs été à Cross Creek, il faut savoir que c'est une maison de redressement aux États-Unis, mais les deux vont continuer à se parler au départ, sans pour autant que ce Zach là, il intègre la maison. Tout au début, juste lui, il est attiré un petit peu par elle, par les discussions qu'ils ont, et puis à un moment donné, jusqu'à la période de Noël 2001, ça va durer à peu près, Jen, elle va décider de passer un petit peu à l'étape supérieure avec lui, et lui proposer de venir passer le week-end chez elle, soi-disant, donc dans la maison. La fameuse Final Fantasy House. La fameuse Final Fantasy House. Il arrive dans cette maison et c'est un sacré bordel. Il expliquera, je vous donne ces termes. C'était le week-end précédent Noël et l'appartement était en désordre. Le sol était couvert de paillettes. J'ai pensé que c'était juste des étudiants un peu fous. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser qu'elle ne jouait qu'un rôle quand elle parlait de ses enfants et de ses autres moi. Jill est ce qu'on appelle une âme sonde ou en d'autres termes une cinglée. Elle croit que beaucoup de gens vivent dans sa tête quand elle veut prendre une personnalité qui correspond le mieux à une situation pour son bénéfice personnel. Il va dans la maison donc pour un petit week-end ce Zach-là, tu vois, dans la maison FF7 et il constate... C'est bizarre. C'est bizarre. Ça pue, c'est horrible, c'est cringe. Mais malgré tout, René et Jen continuent de le flatter. Lui, il va toujours être attiré par ça parce qu'en plus, il va rentrer chez lui à la suite de ce week-end, se disputer avec sa mère et ça va ne faire qu'engendrer une situation compliquée. Il commence à lui retourner le cerveau en lui disant tu as besoin de t'éloigner de chez toi, tu dois abandonner ta famille, voici le numéro d'un groupe de soutien pour les jeunes, en fait c'était leur numéro, tu vois. Jen, elle dira à ce Zach, René, elle a vécu la même chose et donc il faut que tu fasses comme elle, il faut que tu viennes nous rejoindre dans cette maison, c'est très important. Et du coup après il va décider de leur rendre visite plus fréquemment avant d'habiter dans cette maison. Il expliquera qu'il va rencontrer une certaine Aeris à l'intérieur, c'est une étudiante cool, intello avec un gros cerveau, elle aimait les vieux RPG, était allée au Japon, etc. Sauf que là, on commence à s'apercevoir de dérives de la part de Jen. Jen, elle commence à vouloir les mettre ensemble, les forcer à être ensemble. Et Jen, elle arrêtait pas de dire qu'elle allait mettre des aphrodisiaques dans leur nourriture. Et que comme lui c'était Zach et qu'elle était Aeris, ils devaient dormir ensemble. Et donc, par définition, aphrodisiaque, dormir ensemble... Qu'est-ce que tu veux dire? Non, j'ai pas le... Vous allez me dire, mais pourquoi... il continue à aller dans cette maison s'il y a tant de trucs un peu cringe qui s'y passent. En fait, c'est qu'au départ, lui, bon, déjà, il était un peu alcoolique et tout. Et surtout, il réalise pas tellement. Il pense que c'est fait de vrais amis et que c'est un jeu, c'est des jeux de rôle et tout. Donc, il expliquera qu'il va y avoir beaucoup de visites comme ça. Que Jen a fait beaucoup de choses très cheloues. Quand elle était stressée par quelque chose, elle s'évanouissait en ville, par exemple, pour qu'on s'intéresse à elle. Le pire, c'est qu'elles vont commencer à lui soutirer de l'argent. Il va commencer à payer les courses parce qu'il se sentait gêné. Puis après, ça commence à devenir récurrent. On rentrait dans un véritable cercle vicieux. Il a dit pourquoi pas, je vais me trouver un travail, je vais vous aider financièrement, parce qu'avec ses parents, ça n'allait plus. Et là, il va commencer à dire, voilà, à partir du moment où je suis rentré dans la maison, les sévices ont débuté véritablement. Par exemple, il explique que Jen et Ojo l'ont enfermé dans une chambre en verre insonorisée dans le sous-sol, dans un bâtiment scolaire, parce qu'il voulait le voir se souvenir d'être Zach. Parce qu'en fait, pour elle, elles étaient vraiment les personnages de Final Fantasy, si tu veux. Et donc lui, il disait, mais non, mais je suis pas Zach, c'est un jeu, voilà. Et en fait, si tu veux, le couple l'a enfermé dans une chambre en verre jusqu'à ce qu'ils disent, oui, je suis vraiment le personnage. Enfin, c'est un truc de fou. Et il dit, après avoir tapé sur la porte et secoué la poignée, tout le monde a flippé, j'ai finalement été libéré, je tremblais. Après, il va expliquer, il y a un autre personnage dans le jeu qui s'appelle Vincent. C'était l'un de ses personnages préférés. En fait, c'est une personne qui est arrivée dans la maison, qui s'appelle Zar. Il va devenir Vincent, en fait, dans la maison. Il expliquera, en fait, que elles les ont amenés dans leur chambre, qui sentaient les excréments, parce qu'il faut savoir que dans la maison, ça sentait les excréments. C'était une horreur. D'ailleurs, Jen les a fait après allonger sur le sol dans leur chambre. Et en fait, comme ils faisaient rien, Jen, elle s'est énervée, elle s'est mise dans une colère noire. Elle a dit, vous comprenez rien, moi je veux que vous fassiez ça, je veux que vous ayez des pratiques, des rapports. Et en fait, il expliquera que Jen, elle mentait tout le temps aux gens, propriétaires de magasins, des personnes au téléphone, sur ce qu'elle était. Elle voulait obtenir des choses, par exemple, elle mettait une blouse blanche de laboratoire, elle appelait diverses sociétés de fournitures médicales dans les pages jaunes et elle essayait d'obtenir des seringues médicales. Voilà, la Jennifer Cornett en question, c'est celle-ci, et on a l'image avec la blouse. Il dira, lui, Zach, en gros, qu'il était un peu considéré comme l'homme viril de la situation, parce que Zach, c'est censé, dans le jeu, être un homme viril, être un personnage important, etc. Et donc, c'est lui qui devait porter les courses à la maison, revenir gagner de l'argent pour nourrir tout le monde, réparer ou déplacer les meubles quand c'était nécessaire. Son ordinateur, il ne pouvait pas se connecter car Jen, elle était connectée 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et dès que lui il essayait de se connecter, d'écrire un message, elle avait sa tête sur son épaule pour regarder ce qu'il faisait. Il pouvait passer aucun coup de fil, parce que dès qu'il passait un coup de fil, il était tout de suite démasqué parce qu'elle était dans son dos. Donc en fait, il était prisonnier de cette maison, il ne pouvait pas avoir de vie sociale. Sauf que là, il va commencer à prendre conscience de la situation, surtout qu'il avait arrêté un peu de boire. Il y avait énormément de bagarres, des disputes entre Ojo et Jen. Des fois, elle se galochait, etc. devant eux, il se passait des trucs très bizarres devant eux et tout, et des fois, il partait dans une colère noire, en mode on va prendre un couteau, on va se trancher. Enfin, il commence à se rendre compte à travers les personnes qu'il rencontre de l'extérieur, qui viennent, qui partent et tout, qu'il y a vraiment un gros souci. En plus, il commence à être séquestré, il pouvait plus téléphoner à sa famille. Donc là, c'était un vrai problème, puisque ça devenait de pire en pire. Hein. Il disait l'endroit est une porcherie. Jen n'avait jamais fait le ménage. Ça en est arrivé à un point où l'appartement sentait la chair pourrie.
Jen refusait de croire que c'était la poubelle, qu'il fallait la sortir. Jen, elle portait une jupe violette, la même tous les jours. Elle ne la lavait jamais. Elle ne se baignait pas non plus, elle se badichonnait juste d'huile parfumée et de paillettes. Et la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est quoi? C'est le vol de ses chaussures. C'est tout bête, mais à un moment donné, il était au taf et l'électricité a coupé, et donc ils ont été tous renvoyés chez eux. Sauf qu'il a marché sous la pluie, ses chaussures étaient trempées, alors il les a laissées sécher à l'extérieur. Le lendemain matin, il se réveille, elle n'était plus là. On lui avait volé ses chaussures. Et là, il dit, vous pouvez penser que c'est une raison stupide pour craquer, mais c'est ce que j'ai fait. Cette vie horrible avec des gens horribles qui me saignaient à blanc, jugeaient que mon argent n'était pas suffisant. C'en était trop et ce fut le craquage total. Et donc il s'est échappé en chaussettes de la maison. Et il avait laissé toutes ses affaires, les quelques affaires qu'il avait dans cette maison. Il n'est plus jamais revenu. Il sera SDF à la suite de ça pendant quelques jours, mais qui s'est senti bien mieux parce qu'il était enfin libre. C'était un truc de fou cette histoire. Malheureusement, ça montre, ça existe ce genre de secte. Ouais. Et le pire dans tout ça, on pense qu'elle sévit encore cette Jen. Elle n'a pas été arrêtée. Elle a déménagé plus de 20 fois par la suite, de ce qui est dit. Elle a peut-être créé une autre maison avec d'autres personnes et on n'est pas au courant. Est-ce qu'on peut finir sur une touche plus positive sur... Est-ce qu'on sait si Zach depuis... Et quelqu'un qui va mieux ou est-ce qu'on n'a aucune nouvelle Il va mieux apparemment, il va mieux, je crois qu'il a été très malade malheureusement, je sais pas s'il avait pas eu un cancer mais apparemment en rémission depuis. Et il tient en fait un espèce de blog de dessin, il fait du dessin depuis des années et tout, et pour lui c'était très important de partager cette histoire. Il y a encore plein de gens qui lui posent des questions sur cette histoire tous les jours apparemment. Merci beaucoup Conquerax, c'était vraiment, tu nous l'as trop bien raconté, c'était passionnant. Je te propose qu'on se change les idées et si ça te chauffe de rester, je vais passer au second quiz et on va commencer par une question très spéciale où c'est totalement du hasard. Sachez que vos skills, votre culture n'y changera rien. Mais j'avais envie, comme je vous ai parlé de Chocobo, de commencer dans la thématique. Je vais tout simplement vous demander de parier sur un de ces Chocobos, parce que je vais lancer juste après une course de Chocobo sur Final Fantasy. Vous pouvez parier sur le Chocobo rouge, le Chocobo bleu, le Chocobo vert ou le Chocobo blanc. J'ai été sympa, j'ai mis que 4 choix, alors qu'il y en a un peu plus sur l'écran. Allez-y, prenez celui qui vous semble le plus athlétique. Donc c'est totalement du hasard, voilà, c'est très injuste, je vous l'accorde. Mais je me suis dit qu'il fallait être bien quand même raccord avec Final Fantasy. Après on parlera de volatile d'autres questions. Alors est-ce que vous pariez sur le rouge, le bleu, le vert, le blanc? Dites-moi tout. Moi, c'est le rouge. Tu pars sur le rouge, c'est vrai? Ouais. Ta couleur préférée? Numéro 4. Je suis né le 4 avril, 4-4, forcément. Ça se tient, ça se tient complètement. On va pouvoir lancer la course, c'est parti. Sympa ça. Ah ouais, vas-y. Tu peux nous faire le commentaire, Conquerax? Écoute, attends, j'essaye de voir un petit peu. Je crois que le Chocobo rose et violet, le 3 et le 5 se mettent bien. Mon numéro 4, il est avant-dernier. Donc là, la remontada, non. Numéro 5, numéro 2, ça se joue entre le 5 et le 2. Hein, mais le 2 a pris, j'ai l'impression, une petite avance quand même en mode Mario Kart là. Ouais, le rouge n'a pas l'air très très chaud. Hein. Ton rouge, pour le moment, on n'est pas sur... Ah ouais. Pose-toi les bonnes questions. Je suis un peu déçu, mais il est 3ème là. Là, il est 3ème, ça y est, il est revenu. Ah, 2ème le rouge, dans la game. Premier. Le rouge est premier. Eh oui, le rouge a remonté, on est sur une remontée incroyable. Est-ce qu'il va rester en tête ou est-ce qu'il va se faire dépasser à nouveau à la toute fin? On arrive à la fin de la course. Et incroyable, Conquerax, tu as parié sur le bon cheval, bravo. Ouh là là, il y a beaucoup de gens qui sont partis sur le blanc. Ok, écoutez, bien joué en tout cas. On va passer à la prochaine question. De quelle nationalité est le studio Rovio Entertainment à l'origine de la série de jeux Angry Birds? Est-ce qu'ils sont de Finlande, d'Estonie, de Suède ou des États-Unis? De Finlande, d'Estonie, de Suède ou des États-Unis. Voilà, Angry Birds dont on n'entend plus trop parler, mais bon, il y a eu un gros, c'était la folie il y a quelques années de cela, bien 10 ans je dirais. Voilà, alors de quel coin sont-ils ces gens-là? C'était la Finlande, bravo. Allez, je vous mets la prochaine. De quel jeu provient cet oiseau? Est-ce qu'il provient de Super Mario 64, des Sims 2, de Croc ou de Spyro le Dragon? Spyro, je ne sais pas. Super Mario 64, les Sims 2, Croc, Spyro the Dragon. Je sais pas si j'ai juste, mais je pense. Effectivement, il y a deux jeux qui ont un univers assez commun, donc ça peut tromper. Ah, j'ai mis ce clic moi aussi alors. Aïe aïe aïe, la réponse était, comme vous le voyez peut-être, Mario 64, voilà. Eh bien, je vais passer à la diapo suivante, Zebardi. Lequel de ces sprites de Neki, l'autruche présent dans Donkey Kong Country, provient de la Game Boy Color? Est-ce que c'est le sprite 1, 2, 3 ou 4? Voilà, de la Game Boy Color, parmi ces sprites. Est-ce que je vous fasse un petit zoom peut-être? Voilà, pour voir un petit peu mieux. Celui qui met le 2 quand même. Bon, je veux pas envoyer de... Non mais... Voilà, n'êtes pas les gens. Il y a de grands enjeux, je te le rappelle. Et la réponse était
Effectivement, la 4e, voilà. Je vais tester un petit peu vos connaissances d'ornithologue virtuel, de naturaliste virtuel, en vous mettant un son d'oiseau. Vous allez devoir me dire lequel oiseau il s'agit. C'est parti. Quel oiseau fait ce son? Kazooie de Banjo-Kazooie, Jet the Hawk de Sonic Riders, Griffon de World of Warcraft ou Kaibora Gaibora de The Legend of Zelda? C'était Kazooie de Banjo-Kazooie, bravo. Une autre question du genre de celle que je vous ai déjà posée, ce magnifique corbeau, de quel jeu il provient? De Skyrim, de Duke Nukem, de God of War ou de Mortal Kombat? Skyrim, Duke Nukem, God of War ou Mortal Kombat? Oh. Un magnifique corbeau. Qu'est-ce que ça dit? Oh, j'ai tenté un truc, mais... Ok. Oh. C'était... Ah ouais, c'est bon. Ouais. Mortal Kombat, voilà, avec le petit indice du cadavre, tout ce qui est gore, forcément, on pense à du Mortal Kombat. Et donc voilà, il est juste derrière ce petit corbeau, vous voyez, hop. Et maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine question. Penguin Adventure, ça a été développé par Konami, et ça a été le premier titre commercialisé sur lequel a travaillé un célèbre créateur de jeux vidéo. Qui est-ce? Est-ce que c'est Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, Notch ou Michel Ancel? Voilà, je rappelle, Penguin Adventure, un jeu de Konami, sorti dans les années 80. Qui est ce créateur célèbre qui a eu son premier job, on va dire, sur un jeu là-dessus? C'était Hideo Kojima, bravo. Attention, question de rapidité. Sulfura est un Pokémon de type feu, glace, électrique ou c'est un Digimon? Feu, c'est un Digimon, glace ou électrique? Question de rapidité. Ah, on a un fan de Digimon dans le chat. Agumon est un Pokémon. Bravo, vous avez été 59 et on a un fan de Digimon qui n'a pas trahi sa passion. Mais cet oiseau là, cette espèce de goéland, de quel jeu il provient? Est-ce qu'il provient de Titanfall, Call of Duty Modern Warfare, Fallout ou Borderlands? Là c'est plus dur. Titanfall, Call of Duty Modern Warfare, Fallout ou Borderlands? Cette espèce de goéland complètement cadavérique. Dites-moi d'où ça vient. Alors même si peut-être ceux qui connaissent pas le jeu ne vont pas forcément se dire « Ah bah c'est ça !» Donc c'est le jeu que vous avez devant vous, Fallout. Ah ouais. Yes. Voilà, pareil, on ne les voit pas forcément beaucoup ces petits personnages. Allez, question suivante. Le petit personnage que vous voyez ici en dessous là, c'est Wander, le héros de Shadow of the Colossus. Prenez en compte que tout est à l'échelle. En partant de ce principe, ma question est très simple. Dans le monde réel, le héros de Shadow of the Colossus mesure 1m70. Ceci étant dit, combien de mètres de long fait cet oiseau géant, le 5e boss du jeu? Voilà, 1m70, le petit bonhomme que vous voyez. Le 5e boss du jeu que vous voyez, l'oiseau, combien il mesure? 110 mètres, 18m55, 9m18 ou 48m30? Allez, montrez-moi si vous avez un combat dans l'œil, c'est ça l'expression? Ouais, ça doit être ça. C'est pas évident. Ok, pas mal. On va pouvoir passer à la prochaine question. Pourquoi trouve-t-on sur eBay des vieux iPhones hors de prix contenant le jeu mobile Flappy Bird? Est-ce que c'est parce que ces iPhones proviennent du Vietnam, comme le créateur du jeu? Est-ce que c'est parce que Flappy Bird a été supprimé définitivement des App Stores? Est-ce que cette version de Flappy Bird contient des niveaux exclusifs? Ou est-ce que les vieux iPhones sont chers, ça n'a rien à voir avec le jeu? Flappy Bird, pareil, une grande histoire, une grande folie qui a quelques années maintenant, une bonne dizaine d'années je dirais. La bonne réponse, bravo. Ouais. On va passer à la question suivante. Ces oiseaux-là, de quel jeu ils proviennent? Est-ce qu'ils proviennent de Pokémon Écarlate, de Hadibou, de Crash Bandicoot ou de Medieval? Pokémon Écarlate, Hadibou, Crash Bandicoot ou Medieval? Dites-moi tout, est-ce que vous reconnaissez ces petits oiseaux trop mignons qui ont l'air d'avoir peut-être 4 polygones en tout pour les définir? Ce qui fait qu'ils ont une forme pas incroyable, mais bon, on comprend que c'est des oiseaux, c'est déjà ça. Et bien sûr, on n'est pas censé les voir de si près, vous avez compris, c'est des images très zoomées. C'était Crash Bandicoot. Voilà, je pense qu'on reconnaît bien quand même ce décor qui est quand même très propre à Crash Bandicoot. On va pouvoir passer à la question suivante. Les cocottes. Ah oui, je ne pouvais pas parler des volatiles sans parler des cocottes dans Zelda. La question, que se passe-t-il quand on agresse trop une cocotte dans The Legend of Zelda Ocarina of Time? Est-ce qu'elle meurt dans d'atroces souffrances? Est-ce qu'elle se transforme en dinosaure et vous attaque? Est-ce qu'elle pond des œufs brouillés? Ou est-ce qu'une armée de cocottes vient vous tuer? Il y a des petites fautes des fois dans le quiz, je suis désolé, mais voilà, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ces fameuses cocottes qu'on connaît bien. Je
vous fais un petit effet d'animation pour vous mettre dans l'ambiance de ce qui se passerait si jamais vous les emmerdez un peu trop. Bon, c'est un classique, c'était une question de rapidité, c'était effectivement une armée de cocottes qui rétorque. Question suivante. Ce personnage, le Songbird, dans quel Bioshock il apparaît ? Est-ce qu'il apparaît dans Bioshock 1, Bioshock 2, Bioshock Infinite ou dans Bioshock Rapture, le roman ? Bioshock 1, Bioshock Infinite, Bioshock Rapture, le roman. Dans quel jeu ou roman apparaît le Songbird ? Dites-moi tout. Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous connaissez un petit peu ? Bioshock Infinite, effectivement, la plupart l'ont eu. Question suivante, ça sera l'avant-dernière. Dans quel jeu indépendant d'aventure incarne-t-on un oiseau anthropomorphique du nom de Claire ? A Short Hike, Quack, Limbo ou Duck Hunt ? On voit un petit peu la silhouette, je vous ai mis ça pour vous aider. A Short Hike, Quack, Limbo ou Duck Hunt ? A Short Hike, très tout bon. à fait. Très bon jeu. Ouais, on va passer à la dernière question. Lequel de ces jeux n'existe pas ? Bird Simulator, G-Bird, Pigeon Simulator ou Bird Wings ? Bird Wings, G-Bird, Bird Simulator ou Pigeon Simulator ? Lequel de ces jeux n'existe pas ? C'est là-dessus que ça se joue. Allez, je le tente, vas-y. Aïe aïe aïe. Attention, c'est là où tout se joue. Bonne chance. Je sors du top 5 là, c'est sûr. La bonne réponse était Bird Wing. Pigeon Simulator, ça existe. Voilà. Moi, ça m'a quand même surpris. Franchement, ça a l'air assez topissime. Tu envoies des petits excréments sur les mecs, c'est parfait. Exactement. Et voilà. Alors, c'est des jeux à Early Access, donc ça va être des tout petits jeux, mais ce sont bien des jeux qui existent. Voilà, donc laissez-vous tenter peut-être ou pas par ce jeu qui a l'air d'être un chef-d'œuvre. Nous allons pouvoir passer à la dernière étape de cette émission et plonger dans les abysses. Commandant Brice, est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on plonge au fin fond des profondeurs ? C'est parti. C'est parti. Avant qu'on lance la dernière chronique du lieutenant Thomas, je vous ai préparé des petites histoires parce que j'ai eu quelques errances à bord du Nauclipus, le nom de ce sous-marin, sur Final Fantasy. Ma première histoire, c'est l'histoire de la sauvegarde la plus frustrante jamais réalisée. C'est le titre d'une vidéo sur laquelle je suis tombé en rapport avec Final Fantasy. La voici. Dans cette vidéo, vous voyez The Most Frustrating Save Ever. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement les personnages de Final Fantasy en niveau 99 et vous voyez quand la personne charge sa sauvegarde, où est-ce qu'elle apparaît ? Au réacteur du jeu, et vous voyez le réacteur explose. C'est le Game Over. Alors, je vais essayer de vous contextualiser pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Sachez que le jeu Final Fantasy VII commence justement dans ce réacteur où vous devez faire une mission et faire péter un réacteur. Et en fait, c'est le tout début du jeu. C'est-à-dire que c'est peut-être les 15 premières minutes du jeu, pas plus. Et à ce moment-là, vos personnages sont niveau 1, niveau 2, niveau 3, pas plus. Je sais pas si vous connaissez un petit peu en RPG, mais imaginez même dans Pokémon, vous savez que monter un personnage niveau 99, c'est extrêmement long, et même on ne le fait pas dans les RPG. Généralement, on finit une histoire, on est niveau 50, et si on veut être niveau 99, c'est vraiment pour la gloire. Donc là, non seulement cette personne a monté ses personnages niveau 99 dès le début du jeu, imaginez le temps que ça a pris, et en plus, au moment où elle sauvegarde pour immortaliser cette chose, c'est à la fin du décompte du début du jeu où en fait le réacteur explose. Parce qu'à ce moment-là, normalement, on doit échapper à l'explosion pour continuer le jeu. Là, il a fait exprès de sauvegarder à 0 seconde du timer pour être sûr que celui qui lance cette partie avec des personnages niveau 99 dès le début du jeu ne puisse pas en profiter. C'est terrible, c'est très frustrant. Imaginez, vous recevez une carte mémoire comme ça avec les personnages de ce niveau et vous pouvez pas du tout en profiter. C'est terrible. Donc quand je suis tombé là-dessus, j'étais fou. Et ce que je me rends compte aussi, c'est que c'est une vieille vidéo de 2011, il y a 11 ans.
Et les gens se méfient, parce qu'en 2011, il y avait quand même moins de manières, d'immortaliser un petit peu ses performances en vidéo. Et se disent, non, t'as triché, c'est pas possible que t'aies monté tes personnages si haut dès le début du jeu, je n'y crois pas. Du coup, j'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai contacté la personne à l'origine de cette performance parce qu'elle est française. Et voici ce qu'elle m'a répondu. Alors oui, j'ai bel et bien réalisé ce challenge sans trucage ni triche. Et dans un sens, c'est plutôt flatteur que les gens n'y croient pas. Ça rajoute un côté remarquable à la performance, aussi futile soit-elle. Comme j'avais tout noté de ma progression, je peux te dire que mon challenge a pris exactement 507 heures et 32 minutes. C'est énorme. Donc, elle a commencé ce challenge le 1er mars 2009 et c'est le 8 décembre 2009 qu'elle s'y est réellement mise à fond. À partir de là, elle jouait presque tout le temps. Après le travail, le week-end, il lui a fallu que, entre guillemets, 3 mois pour finir ce challenge le 7 mars 2010. Donc à l'époque, elle streamait la plupart du temps sur sa chaîne Twitch, donc qui s'appelait Justine à l'époque. Twitch n'existait pas encore. La configuration du site à l'époque ne lui permettait pas de faire des highlights comme aujourd'hui. Donc la postérité reste pour ceux qui ont été là lors de ce live et avec les posts de l'époque sur l'évolution de ce challenge à l'époque. Donc effectivement, elle m'a envoyé des liens pour que je puisse voir, par exemple sur jeuxvideo.com, vous voyez, il y a un topic qu'elle a lancé, 17 décembre 2009, qui parle du fait qu'elle se lance dans ce challenge, etc. Et elle partage son avancée, elle avait créé une playlist de vidéos, donc c'est très simple, tout simplement, elle fait des allers-retours incessants dans le niveau, voilà, des combats inintéressants évidemment, parce que très vite elle devient surpuissant et bien plus, bien trop puissant par rapport aux ennemis qui sont ceux du tout début du jeu. Et elle fait ça pendant 3 mois, pendant 500 heures. Par contre, Alicia me dit que ce n'est pas la première à l'avoir réalisé. Voilà, elle va préciser que sur le topic de ff7.fr, un autre joueur l'a fait en même temps sur PC. Donc du coup, elle se demande si cette personne sur PC n'a pas cédé à la tentation de, accélérer le jeu. Et il y a aussi une vidéo de 30 secondes qui est ici. Voilà, une vidéo qui a été postée le 15 mai 2009, donc avant le début du challenge. Et en fait, c'est une vidéo qui a été enregistrée en 2003. Donc effectivement, il y a eu quelqu'un qui avait déjà fait ce challenge avant Alicia, mais il y a aussi quelqu'un qui l'a fait après elle. C'est sa performance qu'on retrouve en premier lieu quand on fait une recherche sur ce challenge. Et il y a même eu un article de jeuxvideo.com dessus, où au début, il disait que c'est cette personne qui avait fait ce challenge en premier, et Alicia a pu contacter le rédacteur de jeuxvideo.com pour obtenir le fait que non, c'est bien elle qui l'a fait avant, en tout cas avant cette personne. Elle avait bien dit qu'elle n'était pas la première, mais ça, le rédacteur l'a oublié. Ce challenge qui, somme toute, effectivement, comme elle le dit elle-même, ne semble pas très utile. Donc, qu'est-ce qui t'a animé, Alicia, à ce moment-là, pour avoir envie de faire quelque chose comme ça? Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé découvrir ton histoire et surtout ton sens de la mise en scène. Parce que, du coup, t'as pu mettre en scène la sauvegarde la plus frustrante jamais créée d'un jeu vidéo. Ma seconde histoire, ça s'appelle le Rage Quit de Snoop Dogg. En continuant mes recherches sur Final Fantasy, d'avoir des choses un petit peu rigolotes, je suis tombé sur cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo de Snoop Dogg qui, vous voyez, Rage Quit Final Fantasy VII. Je suis tombé là-dessus, je trouve ça très drôle, et il y a beaucoup de gens qui trouvent ça effectivement très drôle dans les commentaires. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait finalement? Pourquoi Snoop Dogg est en train de rager sur Final Fantasy? J'ai appris déjà que c'est en fait une sorte de streamer qui joue sur Twitch, et je me suis rappelé que c'était un fan de jeux vidéo, qu'il avait fait une musique et qu'il avait son propre niveau dans Tekken Tag 2. Il a prêté sa voix pour commenter les parties de Call of Duty Ghost. Il est commentateur sur UFC 3, il a même son propre jeu, un jeu qui s'appelle Way of the Dog, où on peut le jouer et se bagarrer avec lui. Donc oui, ça m'a semblé logique qu'il s'amuse à streamer, parce que effectivement, un mec qui a toujours kiffé ça. Mais en fait, je découvre que ce n'est pas un streamer comme les autres. Il y a même une vidéo en fait qui s'appelle Snoop Dogg est le meilleur streamer Twitch. Pourquoi? Parce que celui qui dit ça en fait, c'est un youtubeur très connu qui s'appelle PenguinZ0. Dans cette vidéo, il dit plusieurs choses. En fait, il dit que Snoop Dogg c'est un streamer plutôt actif, sachant que cette vidéo date de 2021. Par exemple, là, il a streamé 3 fois en 4 jours, et à chaque fois c'était sur Madden, vous savez, le jeu de football américain. Et à chaque fois, le truc c'est qu'il fait des streams sans son, et il pense que Snoop Dogg ne sait pas qu'il y a un chat car il n'a jamais prêté attention au chat, même pas par accident. Tous les gens sur le chat essaient de lui dire il y a pas de son pour essayer de régler le truc, comme on fait souvent en stream, où ils ne les voient pas et ils continuent de faire des streams sans son. Ils sont fous. Et en plus, tous ces lives portent le même nom, ils sont même pas catégorisés, on peut même pas les trouver facilement, même si c'est Snoop Dogg. On sait pas pourquoi il Twitch comme ça, il a l'air de complètement s'en foutre. Et dans cette description de Snoop Dogg, ce youtubeur fait référence à un live où Snoop Dogg a rage quit un autre jeu, donc le fameux Madden. Donc c'est là que je me suis dit, ah en fait, c'est un mec qui est plutôt colérique sur la plupart des jeux quoi. Voilà, du coup, il est vénère, vous le voyez, et il quitte carrément la pièce. Voilà, et ce qui est très drôle, c'est qu'il a l'air tellement dans un autre monde qu'en fait, il va pas penser à éteindre son stream, et c'est que le lendemain où il va revenir et réaliser en fait que ça fait 8 heures que son stream est en route. Il y a même la vidéo qui existe, hein, du coup ça a été immortalisé. Là, il revient chez lui, tranquille, il se dit « Oh,
Ce qui est drôle surtout, c'est que je me rends compte d'un truc à ce moment-là, c'est que je sais pas si vous avez capté, mais c'est que la réaction qu'a eu Snoop Dogg devant Madden, c'était exactement la même que celle sur Final Fantasy. C'est la même pièce, il va avoir exactement les mêmes gestuels, il sort de la pièce du même endroit, il dépose le casque de la même façon. Je n'ai pas capté, mais en fait la vidéo sur Final Fantasy, c'est sa réaction sur Madden. C'est là que je me suis rendu compte que c'est devenu un mème et qu'on trouve des vidéos un petit peu partout de Snoop Dogg qui rage sur des jeux alors qu'il n'est pas du tout en train d'y jouer. Là il joue par exemple à Def Jam, un jeu où il peut se jouer, et là il se fait casser la gueule et du coup il y a quelqu'un qui a mis une vidéo de Snoop Dogg en train de rager parce qu'il se fait casser la gueule dans son propre jeu. De la même façon que dans True Crime, dans lequel il apparaît aussi. Dans True Crime, vous voyez, il est sur le point de se faire tirer dessus. Il s'énerve, voilà, de la même façon, parce qu'il se fait tuer. Il existe des compilations entières de Snoop Dogg en train de rager à des jeux. Là, vous voyez sur Minecraft, et on trouve des dizaines et des dizaines de jeux différents, même des scènes, vous voyez, de films où il est en train de rage quit. Donc je me suis fait totalement avoir quand j'ai cru que Snoop Dogg rage quittait un Final Fantasy, qui pour moi avait pas grand sens. Rien que pour ça, je suis content d'être tombé dans le panneau parce que ça m'a fait découvrir plein de trucs marrants, et notamment quel streamer incroyable est Snoop Dogg. Ma toute dernière histoire, j'aimerais vous parler de Final Fantasy VII, le D-Make. Alors je sais pas si vous connaissez la culture des D-Make. C'est des gens qui s'amusent à imaginer qu'est-ce que donnerait un jeu s'il était sorti sur une plateforme précédente à la plateforme d'origine. Donc par exemple là vous voyez que il y a Smash Bros qui est adapté comme s'il était sorti sur Game Boy, vous voyez. C'est en fait une espèce de travail d'artiste. On peut voir plein de choses, regardez Uncharted sur Super NES, Guitar Hero, Minecraft sur Super NES aussi. Donc la plupart du temps c'est juste des petites images, des petites photos qui montrent un petit peu voilà qu'est-ce que ça donnerait si le jeu était sorti dans une console antérieure. Mais il y a aussi carrément des gens qui se chauffent à créer vraiment les jeux pour voir à quoi ça ressemblerait. Ici par exemple vous voyez que c'est Horizon Zero Dawn, donc un jeu sur PS4 je crois, qui a fait une adaptation en 96 sur PlayStation. Voilà, donc le jeu est vraiment jouable. Là vous avez Bloodborne sur PS1, pareil, jeu PS4. Vous avez Resident Evil 5, jeu PS3 je crois, sorti sur PS1. Et enfin du Halo sur NES. Enfin il existe vraiment plein de choses, mais ils font que quelques niveaux quoi, parce que recréer le jeu entier c'est quand même déjà un travail immense. Et pourtant il existe un D-Make complet de Final Fantasy VII. C'est assez incroyable parce que je ne sais pas si vous voyez le contenu d'un Final Fantasy VII, ça tient sur 3 CD sur PlayStation 1, donc c'est assez fou. Et en fait c'est pas un D-Make comme les autres. Autant il y a la culture du D-Make, c'est quelque chose qui est un petit peu s'est popularisé ces dernières années avec des outils de plus en plus accessibles. Autant en 2005, quand ce D-Make a été créé, autant vous dire que c'était pas du tout le cas. Et si en fait ce D-Make de 2005 existe et que c'est le jeu complet, c'est parce qu'il y a une entreprise qui est derrière ce D-Make. Cette entreprise, c'est une entreprise chinoise qui a créé, le studio s'appelle Shenzhen Nanjing Technology. Dès 2005, ils ont sorti ce jeu, mais ils l'ont sorti sur une contrefaçon de la NES à l'époque, donc de la Famicom. Ça s'appelle la Subor. Cette console, elle était vraiment très populaire en Chine. On peut même voir qu'il y avait une publicité d'une extension de la console avec notre ami Jackie Chan que vous voyez ici. Donc incroyable ce D-Make, j'y ai un petit peu joué, donc c'est vraiment très drôle parce que tu peux revivre vraiment tous les moments un petit peu marquants de ce truc là. Qu'est-ce qu'ont ressenti les joueurs chinois dans les moments marquants de Final Fantasy VII. Et là je vais faire un petit spoiler, mais un spoiler tranquille, c'est-à-dire que pour moi c'est quelque chose d'aussi connu que le fait que Dark Vador soit le père de Luke Skywalker, mais quand même s'il y a des gens qui veulent ne pas entendre parler d'aucun détail de Final Fantasy VII, un événement marquant, bouchez-vous les oreilles et fermez les yeux pendant quelques secondes. Voilà, mais en tout cas j'avais envie que vous imaginez qu'est-ce qu'ont vécu les Chinois lorsqu'ils ont vécu la mort d'Iris. Voilà ce que ça a donné. Voilà, donc c'est pour ceux qui connaissent la scène sur PlayStation 1, un petit peu moins prenant, on va pas se mentir. Merci d'avoir écouté mes petites histoires. Brice, je crois que tu m'as fait signe que nous avons en communication le lieutenant Thomas. Tout à fait. Le lieutenant Thomas a mené une petite enquête pour nous. Voilà, il a eu envie de creuser le sujet pour nous révéler des sombres dossiers. Alors, Amiral, notre très cher amiral, / youtubeur préféré à tous, m'a donné pour mission de vous faire une chronique sur un certain Monsieur Strife. J'en avais jamais entendu parler, je le connaissais pas, donc évidemment mon premier réflexe a été d'aller sur Google. Le premier site sur lequel je suis tombé, c'est celui-ci, finalfantasy.fandom.com. J'ai appris que c'était un héros, un personnage principal, un mercenaire, prêt à accepter n'importe quel boulot. Un mec qui a des couilles, en somme. On me dit aussi que c'est un jeune homme bien bâti,
avec des cheveux blonds hérissés et magnifiques, qu'on a envie de toucher pour voir s'il a mis de la laque horrible ou si c'est soyeux. J'apprends quoi? J'apprends qu'il a des yeux bleus, légèrement brillants, blablabla, ténébreux, et stop. J'ai fait une pause dans mes recherches et direction Google Images. La petite photo présente sur le site ne me suffisait pas. Je voulais en voir plus. Ma curiosité était à son paroxysme. Putain, je vois ça là, c'est quoi cette épée? Bref, je scrolle, je commence à aller dans les tréfonds de l'enfer, et je commence à voir des choses qui me plaisent pas du tout. En effet, il a tout pour lui. Il a des abdos saillants, une belle gueule d'ange, un fessier entraîné, des selfies, à foison avec des femmes sublimissimes. Faut savoir que je suis une nature très jaloux. J'en suis pas fier, et j'ai ressenti un truc que j'avais pas ressenti depuis des années. Je vous explique. Quand j'étais au lycée, la meuf que j'aimais secrètement était fan de Brad Pitt. Pas très original, me direz-vous, mais elle voulait se marier avec lui. J'ai commencé à éprouver de la haine pour lui. Une haine qui ne m'a pas quitté pendant des années jusqu'à ce que je tombe à l'époque sur cet article, paru en 2013, où l'actrice Kirsten Dunst, toujours difficile à dire, disait qu'embrasser Brad Pitt a été la pire expérience de sa vie. Du coup, moi, je le criais sur tous les toits, je disais « Ouais, mais Brad Pitt, il embrasse trop mal, tu savais qu'il embrassait trop mal ?» La honte. Et du coup, moi, je me sentais mieux. Je me suis dit « Bon, allez, je fais vite fait pareil pour Cloud Strife, là, je lui trouve rapidos un petit dossier gênant pour pouvoir continuer ma chronique, sereinement, sans haine. » Je suis donc allé au plus évident, le minuscule pénis. Quelle idée d'avoir une épée aussi grosse, ça n'a aucun sens. Et quelle ne fut pas ma surprise. Je suis tombé sur une de ces sextapes là avec son pote. Les engins sont gargantuesques. Il pourrait s'en servir de polochon. Tu sais, franchement, t'es dans le train, dans l'avion, franchement, t'es bien. Bref, c'est pas le sujet. Autant vous dire que mon seum est monté d'un cran. Fallait vite que je trouve un truc à lui reprocher. Il a forcément une casserole sur Twitter, un hashtag MeToo, un lien avec Harvey Weinstein, j'en sais rien. Et à force de me renseigner dans cette direction, les amis, je suis entré dans un monde. J'ai été très déçu. Quasiment la totalité des articles que je trouvais parlaient juste d'un espèce de triangle amoureux entre une certaine Tifa, Aerys, il y avait Jessie aussi un peu. Apparemment, il y a un débat qui traîne depuis plus de 20 ans sur Internet, genre il est amoureux de qui, Cloud? Et vous êtes plus de la team Tifa ou la team Aerys? Il y a une énorme guerre. Et moi j'étais là, mais attends, comment ça, il est amoureux de qui? Il y a 5 minutes, je l'ai vu faire une soirée pyjama, là, une bataille de polochons avec son pote et une meuf, mais quoi vous parlez? Putain, mec, je me suis tapé des pavax énormes, des dissertations en anglais qui analysent au millimètre ses moindres rictus pour découvrir ses sentiments vers telle ou telle meuf, ses moindres faits et gestes, ses moindres discussions. À ce moment-là, dans ma tête, les gars, j'avais toujours pas commencé ma chronique, hein, c'était personnel. Puis j'ai fait l'effort. Je me suis renseigné sur l'histoire, sur qui il était, et surtout c'était qui les meufs. Vous allez me dire, j'aurais peut-être pu le faire avant, peut-être, mais j'ai été perturbé, perdu dans mes pensées. Et bref, pour en revenir à ce fameux triangle amoureux, pour moi c'est très simple. Hein. Il aime les trois, et c'est évident. Pourquoi? Parce que c'est impossible de choisir, et je pense que c'est voulu. C'est une torture de plus dans sa misérable vie de merde. Je suis tombé de haut, moi, quand j'ai lu son histoire, là. C'est horrible, toutes les galères qu'il a vécues. Et par-dessus tout, on lui fout en plus un dilemme amoureux à la con. Attendez, expliquez-moi, comment c'est humainement possible de choisir entre sa meilleure pote, ils se connaissent depuis l'enfance, ils ont vécu beaucoup trop de choses ensemble, là, elle l'a probablement dépucelé, là, dans la grange, là, où vous voyez, il y a une petite grange sur la photo. Ils sont liés, en fait, ils sont liés à vie, en fait. L'autre meuf, là, Aerys, c'est l'archétype de la femme parfaite, douce, gentille, celle que tu veux marier, à qui tu veux faire des enfants. La petite chose fragile qui vend des fleurs au marché le dimanche, que t'as envie de protéger quand t'as un soldat, mais t'es obligé de l'aimer. Et la dernière, là, c'est la meuf forte, un peu coquine, entreprenante, elle te montre clairement qu'elle a envie de toi, elle est drôle, extravertie. Franchement, c'est super excitant pour un mec. Et en vrai, il y a juste à traîner 10 minutes, hein. 10 minutes sur les sites de cul pour s'en rendre compte, hein. Avec Tifa, là, ça fait les 400 coups, ça part en plan A3, ça se pécho vite fait de temps en temps, là, vous vous amusez. Peut tout lui dire, c'est ta meilleure pote et ton plan cul, en fait, c'est parfait. Aerys,
C'est beau avec elle. C'est beau, je les ai vus dans un champ, avec des coquelicots, une musique douce, un petit missionnaire, bon, un peu ennuyant, mais tellement rempli d'amour, ça se sent. Jessie, là, elle se met des boules magiques dans le cul, ou je sais pas trop ce que c'est, pour pouvoir encaisser son gourdin. À mon avis, c'est la seule qui arrive vraiment à le satisfaire sexuellement. Donc pareil, c'est pas à négliger. Bref, je vous en supplie, Internet. Arrêtez ce débat. J'ai été traumatisé, j'ai lu beaucoup trop de conneries. J'ai perdu de l'espérance de vie, laissez-le tranquille. Il a pas à choisir. Franchement, même s'il a 3 meufs à ses pieds, je vous jure, j'ai de la peine pour lui. On s'intéresse trop à sa vie amoureuse. La preuve. Là, je m'adresse à cet hacker. Probablement de la team Tifa, by the way. Écoutez ça, il a piraté une conférence du Sénat italien pendant le Covid pour diffuser une sextape entre Cloud et Tifa. Alors bon, je l'ai vue, cette sextape, elle est très bien, mais il faut que ça s'arrête. Vous pétez un plomb, ça va beaucoup trop loin. Cet homme va mal. Il a besoin d'aide. Il est niqué dans sa tête, ça va beaucoup trop... Il est niqué dans sa tête, il a vécu beaucoup trop de choses sombres et dramatiques. Top d'en rajouter avec sa vie sexuelle. Cloud, si tu m'écoutes, ne choisis pas. Vis dans l'instant. Va te faire soigner et après tu verras. Juste après, je me suis remis en question, je suis retourné enquêter sur Brad Pitt, et pareil. J'ai découvert des trucs de fou, là, alcoolisme, dépression, son divorce merdique en ce moment, là, où il est avec Angelina Jolie, là, où il est dans la merde. Putain, la fois où il a baisé la meuf de Mac Tyson, et qu'il les a surpris. Non mais putain, imaginez une seconde ce que Brad Pitt a dû ressentir. Le cauchemar. Et j'ai eu de la peine pour Brad. Pour la première fois de ma vie. Ma haine s'est transformée en amour, ok ? En conclusion, je dirais que c'est pas bien d'être méchant et de vouloir nuire aux autres. On a tous nos galères à gérer et l'image qu'on renvoie n'est peut-être pas forcément la réalité. Je m'en suis rendu compte en écrivant cette chronique. C'était même pas une chronique d'ailleurs, c'était une thérapie personnelle. À partir de maintenant, je serai gentil et pas méchant. Et je serai plus jaloux, sans connaître la vie de la personne. Parce que c'est pas bien. Allez, bisous. Ah, merci, bravo, lieutenant Thomas. Vraiment, c'est émouvant, de l'action. On sent que vous avez vécu une aventure humaine. Bah, sachez que je suis plus le même homme. Pour vous connaître dans la vraie vie, vraiment, là, je vous sens différent. Vous avez un œil différent, une éclaircie, quelque chose. Mature. On arrive à la fin de l'émission, mais il nous reste une dernière chose à faire avant de clôturer. Eh bien, c'est de tirer au sort la prochaine franchise qu'on va aborder. Nous avons terminé cette émission sur Final Fantasy. Nous pouvons cocher la case. Victoire ! Écoutez, commandant Brice, je vous en prie, lancez le tirage au sort. C'est parti. Il n'y a pas de roulement de tambour. Ice Climbers. Ok. Alors, est-ce qu'on peut être plus dans la thématique de l'iceberg avec Ice Climber, ne serait-ce qu'en termes de mood ? Eh bien, je vous souhaite la bonne nuit, on vous embrasse et bisous. Ciao. Au revoir Thomas. Ciao.